Bonjour à tous, merci d'être là. À Léonard, Paris, aujourd'hui, donc pour notre deuxième jour du festival Building Beyond. Alors, je pense que tout le monde encore ici ne connaît pas Léonard. Est-ce que les gens qui sont déjà venus à Léonard, peut-être lever la main? Il y a quand même pas mal de monde, hein. Bon, il y en a qui trichent, mais il y a quand même pas mal de monde. Mais quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire une rapide présentation. Donc, Léonard, c'est la plateforme d'innovation et de prospective de Vinci. Donc, c'est un lieu où on incube des startups, où on fait résider des entités de Vinci, mais également, c'est un lieu de rencontre. On organise ici régulièrement des conférences comme celle où vous êtes présents ce matin. Et nous organisons du 24 juin au 4 juillet le Festival Building Beyond. C'est sa deuxième édition, celle qui a eu lieu l'année dernière. Donc la première était accouplée, on va dire, un peu à l'ouverture de Léonard Paris, qui a une année. Donc c'est un bébé assez prometteur. Et du coup, donc, cette deuxième édition a une thématique transversale, donc celle des échelles urbaines. Donc, où nous allons nous atteler pendant les 2 semaines à explorer toutes les dimensions des échelles urbaines, des échelles de la ville et des infrastructures. Pour ce matin, donc notre troisième événement, en tout cas pour tous les suivants, pour ne rien louper, je vous invite à lire le programme qui est dans vos différents sacs. Donc pour ce matin, nous allons parler de la prospective, nous allons parler de comment penser des futurs désirables, comment prévoir le futur notamment. Et du coup, nous allons peut-être démarrer avec Mathieu, que je vais inviter à rejoindre sur scène. Donc Mathieu Baudin, qui est le directeur de l'Institut des futurs souhaitables, et qui va introduire cette matinée en nous expliquant ce qu'est la prospective et pourquoi il nous est nécessaire d'explorer, de penser, voire de planifier le long terme. Alors, un petit micro peut-être. Hop. Et une zapette, évidemment. Merci beaucoup. Merci de me recevoir dans ce beau bâtiment que moi non plus je ne connaissais pas, mais que vraiment je trouve assez inspirant. On a l'impression que c'est à la fois un vaisseau, une agora grecque, il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, quand on va switcher mon ordinateur, parce qu'on m'a demandé un keynote, et moi j'ai fait mon bon élève, j'ai fait un vrai keynote, et en fait c'est un PowerPoint. Et alors là, vous savez que le PowerPoint, c'est ce qui tue l'armée américaine et l'armée française. Si vous voulez vous en être sûr de ça, vous tapez Google PowerPoint tue l'armée américaine et vous avez des articles entiers sur la difficulté de l'armée américaine à planifier quelque chose, slide par slide, alors que la complexité, elle est un peu plus spatiale que ça. La data visualisation du monde est plus utile pour l'armée américaine. Moi, j'ai 15 minutes pour vous partager une partie de notre folie, parce qu'il faut bien qu'on se le dise. La prospective, c'est soit de la folie, soit de la poésie opérative. Mais dans les deux cas, on est dans cet ordre d'idées-là. Le futur, quand on en parle, en fait, c'est une matière tellement volatile, tellement subtile qu'on la transforme. Et on peut en être triste, ou alors on peut jouer de ça. Ce qui est sûr, c'est que ça fait extrêmement longtemps qu'on essaye d'imaginer le futur. J'en veux pour preuve. Tiens, hop. J'en veux pour preuve que la technique et l'homme, c'est toujours une vraie question. Hop. Ouais. Non. On est prêt? J'aime bien commencer cette petite 15 minutes qui commence à partir de maintenant, d'accord, en commençant avec deux femmes. Ouais. Hop. La Pythie de Delphes, cet oracle fantastique, qui était le plus important de la Grèce antique, puisqu'elle était au Montparnasse, c'était le centre du monde à l'époque, magnifié par l'Omphalos. Cette personne, elle essayait de donner un appareil de réponse à celles et ceux qui avaient le courage d'aller au Montparnasse pour essayer de lui poser une question. Pourquoi j'ai difficulté encore à vous raconter ce qui s'est dit, c'est que dès le départ, la prospective, son art à elle, c'est pas une réponse simple à un problème simple, c'est une réponse un peu subtile que vous interprétez à un problème plus ou moins explicite. D'ailleurs, on a trace encore de la difficulté de la réponse. On dit d'un propos qu'on ne comprend pas encore dans une réunion qu'il est sibyllin. La sibylle, c'était l'oracle de Delphes. Quand j'entends Google, bienvenue, quand j'entends Google parler d'oracle numérique, je vois qu'avec 3500 ans d'écart, il y a toujours le mot d'oracle. Et que derrière ce mot d'oracle, en fait, c'est l'envie qu'a l'homme majestatif, l'humanité, l'homme et la femme, d'essayer d'anticiper pour éviter de subir. Et ça,
Ça n'a pas changé, on cherche toujours ça depuis la nuit des temps. Alors, si on fait une brève histoire de l'avenir, comme l'a écrit Jacques Attali dans un essai éponyme, on a 3 temps. Le temps 1, j'en ai parlé, c'est le temps de l'Antiquité qui va jusqu'au Moyen-Âge, c'est le temps de la fatalité en fait. Vous étiez le jeu de dieux plus ou moins facétieux, plus ou moins petits, les Pans et autres, un peu plus grands, Poséidon, Athéna, que sais-je, directement de Zeus. Et la seule interface que vous aviez avec votre futur, c'était de soudoyer un oracle, c'est bien ça, avec des offrandes pour essayer d'influer sur le sort qui était écrit pour vous. Et puis, dans l'histoire commune qu'on a de notre humanité, à un moment donné, l'idée de progrès est arrivée. Avec l'idée de progrès, c'est de prendre l'expérience précédente, de la mettre sur vos épaules, ça fait de vous des géants, mais en plus, il y a une relation entre la cause et la conséquence. Et si vous connaissez l'une, peut-être que vous connaissez l'autre. Et là, on a eu un shoot d'orgueil magnifique de notre histoire commune de l'humanité. On a eu l'impression qu'on pouvait déterminer les choses. Et le déterminisme est arrivé à ce moment-là. Le déterminisme, on en a encore trace quand, au détour d'une conversation, BFM TV ou autre, peu importe, quelqu'un arrive à dire que les filles ou les fils de banlieue auront très peu de chances d'être profs de fac. Ou que les fils d'ouvriers ou les filles d'ouvriers auront très peu de chances d'être Premier ministre. L'un est un déterminisme topographique, la banlieue c'est le lieu où on lève la bannière, l'autre est un déterminisme social. On a encore trace de ça. Le marxisme, les années 60 ont beaucoup joué avec ça. Et puis, dans l'histoire commune de l'humanité, on a la Seconde Guerre mondiale et avec elle, cette impression profonde qu'on a qu'il suffit d'une folie d'une part et d'autre d'un mur pour que la nature humaine prenne le risque de s'annihiler elle-même. La bombe atomique nous a mis dans cet état-là, dans cette incertitude-là. Et pour partie, l'anthropocène, notre action sur le climat, nous met aussi dans cet état-là. Donc, tout l'art est de voyager en incertitude. Et la prospective, c'est une réponse pour voyager en incertitude. Il y a une autre réponse que j'ai mise, c'est le développement durable. Si on veut bien le voir comme ça, le développement durable, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas questionné le où va-t-on et le comment on y va et avec qui. Avant, c'était les idéologies, avant, c'était les religions. Et donc, la grande vertu du développement durable qui a été inspirée par Hans Jonas et son principe de responsabilité, c'est ça. Nous dire où on va, comment et avec qui. Alors, la prospective, elle naît dans ce moment-là, dans ce moment d'incertitude d'après-guerre. Et le penseur de la prospective à la française, Gaston Berger, le papa de Maurice Béjart, pourquoi je le dis? Parce que dès le départ, la prospective et les arts sont mélangés. Comme Bertrand de Jouvenel était le mari de Colette, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il définit la prospective comme une philosophie de l'action. Et pour lui, la prospective, c'est voir loin, voir large, voir profond, penser à l'homme et prendre des risques. Et quand je vois, moi, cette définition de la prospective de Gaston Berger, j'y vois la définition d'un capitaine de navire. Je pense profondément que Magellan, qui avait envie d'aller à l'ouest, alors que tout le monde l'intimait d'aller à l'est encore plus rapidement que les Portugais, eh bien, il a eu besoin d'avoir cette attitude prospective, puisque dès le départ, on parle d'attitude bien plus que compétence. Par contre, à chaque fois qu'on a essayé d'imaginer le futur, on a toujours les mêmes difficultés. Et j'en veux pour preuve, regardez comment on imaginait l'an 2000 vu de 1900. Et vous pouvez me dire ce que ces slides ont en commun. Oui, la machine, à l'époque. Le robot est au centre, la machine est au centre. Là, c'est un dîner chimique. À la place de la daube en sauce, vous avez des pilules. Là, c'est le futur de l'école. Très prospectif, hein, c'est des MOOC, mais low-tech. Ça veut dire s'ils avaient de l'avance. Là, c'est comment on allait à l'Opéra Garnier. Là, c'est nous qui avons inventé le McDrive, hein, mais nous, on pensait que ça allait venir de l'air. C'était ça notre envie de futur à nous. Alors, qu'est-ce qu'elles ont en commun? La machine est au centre. Quoi d'autre? Ça rend la tâche plus facile. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la diminution de la pénibilité ou l'augmentation du confort. Il y a toujours un fil à la patte. Donc la machine est contrôlée, c'est pour ça que c'est peut-être pas un robot. Nous, aujourd'hui, dans la carte postale, il n'y a même plus d'humains. Et c'est bien pour ça qu'on se pose la question. Il n'y a pas de fil, ça c'est sûr, il n'y a peut-être plus d'humains. Autre chose, les fringues sont toujours les mêmes. Là, il y a les fringues, les habits sont toujours les mêmes. Donc là, il y a 2 théories d'historiens. Soit ils avaient une telle idée du luxe, ils se disent indémodable, dans 100 ans on portera toujours les mêmes fringues. Soit il est difficile de s'extraire des contingences qui nous ont vus nous construire pour essayer de penser différemment. C'est certainement vers ça que nous dresse un petit peu cette réflexion. En plus que l'ordre social est toujours les mêmes. Il y a toujours Nestor, il y a toujours Bécassine. Il y a toujours des bourgeois présumés servis par d'autres. Donc la prospective, c'est difficile d'imaginer des nouveaux matériaux, de nouveaux usages de ces nouveaux matériaux dans un ordre social qui n'est pas celui qui nous a vus nous construire. Et je veux pour preuve, ce n'est pas que nos arrière-grands-parents qui ont cette difficulté. Le 5e élément, Luc Besson, fin du XXe siècle, de la prospective, et à qui on demande d'imaginer les fringues du futur.
à Jean-Paul Gaultier, qui est l'ami de Luc Besson, qui est le plus loufoque contemporain du film. Avec toute son excentricité, il vous fait des uniformes plus ou moins asymétriques, phosphorescents, fluorescents, métallisés, que sais-je encore. Il n'a pas pensé que dans le futur, il puisse y avoir un champ magnétique qui nous habille et qui réagit à l'émotion de celle ou celui qui vous regarde. Il a pris ce qu'il connaissait, il a tordu la réalité, il en a fait une réalité augmentée de ce qu'il connaît déjà. Et la grande difficulté de la prospective, c'est de s'extraire des contingences qui nous ont vu nous construire pour penser vraiment différent. C'est pas facile, en tout cas c'est pas naturel, mais ça se fait. Alors, dans les 10 minutes qui me restent, j'ai quelques partages à vous faire. Des partages modestes d'explorateurs du futur. Moi, ça fait 20 ans que je me prête à l'exercice. Et le premier, c'est que le futur est un immense prétexte à introspecter le présent, comme l'histoire est un immense prétexte à éclairer le présent. Et moi, au départ, je suis historien, intéressé par les utopies comme un moyen de dépasser la réalité politique. J'ai vu que pendant 10 000 ans et plus, des femmes et des hommes ont raconté des histoires avec une telle force qu'ils les ont faites advenir. Et moi, je m'intéresse à cette force-là. La prospective et l'histoire, c'est un peu le même de l'autre côté. La prospective et l'histoire, c'est un peu le même métier, sauf qu'on ne regarde pas du même côté. Les historiens, ils ne sont pas avec Kublai Khan, Charlemagne, Magellan, quand ils en parlent, ils prennent un certain nombre d'éléments et de variables, ils en font une histoire. Les prospectivistes, ils ne sont pas physiquement en 2040 quand ils vous parlent, ils prennent un certain nombre d'éléments et de variables et ils en font eux-mêmes une histoire. Et ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que les deux peuvent changer l'histoire s'il y a des nouvelles variables. Si une archéologue trouve un mausolée incroyable ici, avec des artefacts de la période mérovingienne, avec une écriture musulmane à l'intérieur, on parlera de la période musulmane de Mérové avec une évidence dans 10 ans totalement remarquable. La prospective, c'est pareil, sauf qu'on est contemporain de l'histoire et on peut la faire basculer un peu plus vite. Alors, si l'histoire et la prospective, c'est un peu la même chose, est-ce que l'histoire se répète? Ce serait bien que la réponse soit oui. Ça nous ferait gagner du temps aujourd'hui. Moi, je vous dis en 1 minute ce que j'ai mis 25 ans à comprendre. Vous savez, le genre de mantras qui sont évidents a posteriori. On pourrait être critique sur une société si connectée au monde et si déconnectée des autres. Ce que je sens profondément, c'est que ce n'est pas une histoire de technologie, c'est plutôt une histoire de comportement. Ce que j'ai compris, il m'a fallu du temps, c'est que ce n'est pas l'histoire qui se répète, mais les comportements humains. Ce qui se joue actuellement en Israël avec Benjamin Netanyahou, on a l'impression qu'on l'a vu jouer déjà 100 fois, y compris au XIIIe siècle. Toujours les mêmes arguments, toujours la même mise en abîme et la pression. Autre chose, la prospective comme la philosophie, ça sert à se poser les bonnes questions. Et qu'on veuille ou non, une bonne question, ça ne va pas de soi. Et on perd souvent beaucoup de temps à traiter des mauvaises questions. Pourquoi elles sont mauvaises? Parce que le périmètre est dépassé. Le jeu d'acteur est plus celui-là et surtout la temporalité n'est pas celle-là. Donc, se poser une bonne question, ça se travaille. Et donc, un tiers du boulot d'un prospectiviste, c'est quelle question on adresse et avec qui on la traite. Et là, il y a un grand secret. Plus on a de regards différents sur une problématique, plus on a de la chance de trouver un trésor. La vision stéréoscopique, comme il disait dans les années 60, une vision holoptique, comme on dirait maintenant, mais l'envie est toujours la même. Rassemblons-nous, mais ne nous ressemblons pas. Autre enseignement, ceux qui vous disent avec assertivité que demain est comme ça, moi je m'en méfierais. Après 20 ans de pratique de futur, j'y vois une terre de possible, une terre de pluriel, une terre de variable, une terre d'apologie de la volonté humaine. Celles ou ceux qui disent demain est comme ça, sans note de bas de page, c'est qu'ils ont un agenda pour vous ou pour eux. Attends, hop. On vient, donc, moi je suis le directeur de l'Institut des futurs souhaitables, on fait de la prospective, plutôt sur le scénario souhaitable, même si on est lucide sur la réalité du monde, et beaucoup viennent nous voir pour être out of the box. Je ne sais pas si vous avez ce ressenti-là, mais tout le monde a envie d'être out of the box en français. Et c'est vrai qu'en français, si je puis user du jeu de mots scientifique, la boîte nous pétrit. Et c'est pas moi qui vais vous le dire, s'il y a du son, c'est oui. Monsieur Pierre Rabhi. Et puis, la grande proclamation de la modernité, c'est que le progrès allait, en quelque sorte, libérer l'être humain. Mais moi, quand je prenais l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, j'ai trouvé une série d'incarcérations. À tort ou à raison, de la maternelle à l'université, on est enfermé, on appelle ça un bahut. Tout le monde travaille dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes, etc. Même pour aller s'amuser, on y va en boîte. Bien sûr, dans sa caisse, hein, bien entendu. Et puis vous avez la dernière boîte où on stocke les vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Voilà pourquoi je me pose la question, existe-t-il une vie avant la mort? Si on file la métaphore de cet agroécologiste apôtre de la sobriété heureuse, regardez dans les grandes boîtes pour les DRH l'urgence de former les cadres. Vous voyez un peu la géométrie que je vous ai mis dans la tête là?
Et puis si vous êtes du côté des startups, parce que vous trouvez que les grandes boîtes, elles sont puissantes, mais pas agiles, et les startups, elles sont libres, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, eh bien, elles-mêmes, les startups sont incubées. Donc, quand on vient nous voir pour dire « out of the box », en fait, ce qu'ils veulent nous dire, c'est qu'ils veulent faire un pas de côté par rapport à la glaise qui les a vus se construire pour essayer de voir neuf dans un monde où tout est à réinventer. C'est comme ça qu'on l'interprète. L'autre chose, c'est que le pas de temps se réduit. Qu'on le veuille ou non, nous sommes dans un temps d'exponentiel. Toutes les lignes sont en train de sauter, tous les plafonds, dans tous les sens d'ailleurs. Qu'on le veuille ou non, notre action sur le monde est en train d'agir bien plus vite que ce qu'on avait pu imaginer à la fin du XXe siècle. Moi, quand j'ai commencé la prospective, le pas de temps, c'était 2050-2075. Ce qui était, après moi, le déluge. La bonne nouvelle, et il y en a une, elle est contre-intuitive, c'est que ça se voit. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ça se voit pour tout le monde. Et donc, il n'y a plus d'impunité. Nous allons être les contemporains de nos actions autant que de nos inactions. Il n'y a plus d'impunité. Ce n'est pas après moi le déluge. Le pas de temps s'est réduit. C'est dans 10, 15, 20 ans peut-être, tous les protagonistes autour d'une table seront là avec plus ou moins de réalité augmentée. L'autre chose, c'est que l'évolution numérique ou la révolution numérique passe dans notre vie comme l'imprimerie est passée dans le Moyen-Âge pour annoncer les temps modernes. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Le parallèle, c'est que la Renaissance, c'est quelque chose que les modernes ont structuré. Les gens de la Renaissance, ils ne savaient pas qu'ils étaient en Renaissance, à part quelques-uns peut-être qui le rêvaient. Profondément, c'était un temps de crise. C'était bien plus la Saint-Barthélemy que Léonard de Vinci qui déambulait à Amboise. Et donc les modernes, une fois installés dans leur époque, ils ont dit entre nous et cet âge sombre qu'est le Moyen-Âge, il y a une zone de métamorphose qu'on appelle la Renaissance. Moi, je pense qu'on est dans une Renaissance, mais en conscience. C'est ça la grande différence de notre époque, et donc on peut y contribuer bien plus rapidement. Chaque génération a l'impression que ça s'accélère. On le voit bien dans les récits. Dans les années 50, ils ont l'impression que ça s'accélère. Et à juste titre. Moi, je suis de ma génération comme vous, j'ai l'impression que ça s'accélère. Il n'empêche. La technique, quand même, 50 millions d'utilisateurs, 68 ans pour qu'ils prennent l'avion, 22 ans pour qu'ils regardent la télé, 3 ans pour qu'ils se prennent Facebook comme un nouveau révolution, 19 jours pour adopter Pokémon Go. On voit bien quand même qu'il y a une accélération technologique. Ça ne présume pas du tout de l'utilité du machin, puisqu'il a fallu aussi 1 mois pour que 50 millions de personnes ne jouent plus à Pokémon Go. Donc on est bien d'accord que c'est une obligation de moyens, pas de résultats, et qu'on pourrait bien faire autre chose de notre aventure. Ce qui fait qu'il y a plus de risques à ne pas bouger qu'à bouger. Et ça, ça change la donne pas mal. On n'a plus trop à s'excuser d'essayer d'être un peu loufoque en faisant de la prospective, je trouve. On a inversé un petit peu même la charge de la preuve, j'y reviendrai dans le débat. Encore une slide, boum. L'autre bonne nouvelle, c'est que tout est à réinventer ou à redécouvrir. Et pour notre génération, c'est quand même assez incroyable. Il y a assez peu de générations humaines qui ont pu avoir ce luxe-là. Pourquoi je dis réinventer ou redécouvrir? La slide suivante, c'est que je pense que dans le futur, il y aura une femme, un homme, mais avec l'héritage du présent, il y a 2 hommes, un vieux et un jeune. Elon Musk qui nous propose de la découverte. Lui, il veut bien aller sur Mars, il veut bien mourir, mais pas à l'atterrissage. Et Pierre Rabhi nous propose de redécouvrir en conscience la Terre. Et ça, les deux, pour nous, c'est l'innovation. Profondément, la découverte et la redécouverte. On a été un peu hors sol dans notre génération des 30 Glorieuses et retrouver un peu le contact avec le sol, c'est profondément une nouveauté pour nous. Regardez par exemple le couchsurfing, cette capacité que vous avez à prêter à quelqu'un qui veut être hébergé votre canapé, puisque vous avez tous un canapé, via une plateforme qui vous met en relation. Du temps de mon grand-père, qui était à Marvejols en Lozère, ça s'appelait de l'hospitalité. Profondément, ce qu'on a perdu, c'est le contact et la confiance en l'autre. Ce que la plateforme nous redonne, c'est de la confiance en l'autre. Pour nous, c'est l'innovation. À l'échelle de la vie d'un homme, celui de mon grand-père, c'est de la redécouverte. Pareil que le vélo, pareil que le tram, pareil qu'un certain nombre de choses. Donc, de la place pour la découverte et la redécouverte, ce qui fait que ce n'est pas un truc de gamin de 20 ans qui a tout compris la Silicon Valley. Les permaculteurs ardéchois, ils sont aussi postmodernes que les start-upers qui travaillent avec un carbone qu'on n'a pas encore découvert. L'autre chose, c'est que la germination créative, cette forêt qui va supplanter, qui va dépasser celle qu'on a toujours connue en grossissant à l'intérieur d'elle-même, est déjà là. Nous, on les appelle des conspirateurs et des conspiratrices positifs, et il y en a partout sur la planète. Ce n'est pas un truc de Français d'Occidentaux qui va encore proroger son modèle. À Porto Novo, à Jakarta ou au Bénin, à Porto Novo, c'est exactement les mêmes, des gens qui sont en train d'ensemencer le réel pour essayer de faire advenir un futur qui est plus souhaitable que celui vers lequel on nous dirige, du moins dans les médias.
Alors, le dernier partage, pour ce petit moment d'introduction, c'est une analogie biologique extrêmement importante pour nous. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Avec ça, vous avez beaucoup de choses. Vous avez déjà le programme de tous les JT, de tous les 20 heures, de toute la planète, en fait, qui parle de l'arbre qui tombe. Pourquoi ? Parce que ça fait 40 ans en fait, que l'arbre était là. On s'était habitué que quand il tombe avec fracas et qu'il est gisant à la vue. La forêt qui pousse, elle, il faut prendre plus de temps pour l'appréhender. Et pourtant, dans l'analogie biologique, la forêt qui pousse, elle pousse à l'intérieur de la forêt qui meurt. Et tout l'art de la prospective, c'est d'imaginer la prochaine forêt en essayant de zoomer sur les faits porteurs d'avenir, ces signaux faibles qui peut-être seront la forêt d'après. Et si vous prenez encore plus de temps, vous enlevez l'humus et vous remarquez que les rhizomes sont là. Tout est interconnecté. Et donc l'art de la prospective, c'est de prendre le temps d'écouter le bruit de la forêt qui pousse plutôt que seulement se concentrer sur l'arbre qui tombe. Je vous remercie. Merci beaucoup Mathieu. Et navré pour les petits problèmes techniques. Du coup, nous allons réserver plutôt les questions pour le temps de la table ronde. Nous y viendrons assez rapidement. Juste avant d'enchaîner sur ce moment-là, j'invite Catherine Dufour à me rejoindre. Donc Catherine Dufour, qui est autrice de science-fiction et fondatrice du collectif Zanzibar, donc qui est un collectif d'auteurs de science-fiction qui s'attache à désincarcérer le futur. Donc vous allez nous expliquer comment vous procédez et comment la littérature nous aide à préparer demain. Alors bonjour à toutes et à tous, et merci à nos hôtes pour leur invitation. Bon, moi j'ai pas l'aisance de mon prédécesseur. Merci, j'appuie là-dessus. On va passer les slides, c'est la suivante. Oui, si vous pouvez le faire, parce que du coup j'ai que 2 mains en fait. Merci. Donc moi je m'appelle Catherine Dufour, je suis auteure de science-fiction. Dans le civil, je suis informaticienne. Je vais vous parler de science-fiction et des futurs alternatifs qu'elle propose. Alors le problème de la science-fiction, c'est que souvent elle propose des futurs dystopiques, c'est-à-dire en gros des futurs qui font la grimace. Alors pourquoi est-ce que la dystopie est un genre courant en science-fiction ? Pourquoi en gros on n'arrive jamais à trouver un livre de science-fiction qui se passe bien ? Il y a 2 raisons. Alors la première, c'est parce que la science-fiction se veut une littérature d'alerte. Elle va voir dans les laboratoires de notre temps ceux qui s'y inventent et elle essaye d'en faire de la littérature. Pourquoi ? Pour que nous tous et toutes, peuple des lecteurs et des lectrices, on s'y intéresse et on réalise ce qui va se trouver dans notre assiette dans 20 ans. Et pour qu'on puisse dire si ça nous convient ou pas. En gros, vous voyez un peu la science-fiction comme une lanterne magique qui se projette à 20 ans sur le tissu social. Ça sert à quoi ? Prenez par exemple, voilà, Brave New World, le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Il a parlé de biotechnologie en 1931. Alors replacez-vous dans le contexte, je ne sais pas, vos arrière-grands-parents. Il n'y avait même pas d'antibiotiques à l'époque. Mais comme il y a quand même beaucoup de monde qui ont lu Le meilleur des mondes, du coup, ça nous a permis de réfléchir aux biotechnologies avant qu'elles arrivent dans nos assiettes. Donc, du coup, on s'est méfié des dérives possibles. Donc, on a inventé, mis au point des lois sur la non-brevetabilité du vivant, sur l'interdiction de faire des expériences sur les embryons humains, etc. Donc, ça permet en fait de prévenir les citoyens et les citoyennes des futures technologies et des soucis qu'elles pourraient poser, histoire qu'on exploite les meilleurs côtés de ces technologies et qu'on se méfie des mauvais côtés. Il y en a un, 1984, de George Orwell. Alors là, justement, ce qui est étrange, c'est qu'il avait prévu des tas de choses et qu'il y en a auxquelles on n'a pas cru, et pourtant il avait raison. Et notamment le télécran. Vous vous souvenez, en 1984, le télécran, tout le monde a un télécran chez soi. Mais c'est une terreur absolue, ce télécran qui vous surveille en permanence. Ce que Orwell avait prévu, c'est qu'un jour, on aimerait Big Brother. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est à quel point on aimerait nos écrans, au point qu'on en a un chez soi, et 2, et 3, et on a même un dans la poche, et on passe notre temps dessus. Voilà. Donc Orwell avait raison, on ne l'a pas cru, et on aime vraiment Big Brother, et c'est en ça qu'on voit que Orwell est un gros génie, c'est-à-dire qu'il a su prévoir une disruption, une rupture épistémologique. Bon, il y a une autre raison pour la dystopie en science-fiction, c'est la nécessité narrative. Voilà, les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Si vous écrivez une utopie, tout le monde va s'ennuyer. Il faut de l'action, et une bonne catastrophe, ça crée de l'action. Alors, il y a une seule utopie qui tient debout et qui a eu du succès, c'est Demain les chiens. Merci. City, en version originale, c'est de Clifford Decimac, ça date, c'est 1950.
Donc si vous ne l'avez pas lu, lisez-le parce que c'est un livre absolument génial. Ça se passe très bien, c'est sur une terre où les êtres humains, comme il y a eu beaucoup de bombardements nucléaires sur les villes, ils ont dit bon, on va aller abandonner les villes, on va tous vivre dans des villages. Donc comme le tissu urbain est très étalé, il n'est plus bombardable. Et puis ils ont équipé leurs chiens, leurs ours, leurs loups de capacité à parler. Et en fait, si cette utopie se passe bien, c'est tout simplement parce que l'auteur se débarrasse de l'espèce humaine. Il envoie l'espèce humaine sur Jupiter, Zou, et du coup on reste entre loups, ours et chiens, et ça se passe très bien. C'est la condition sine qua non pour qu'une utopie existe. C'est d'abord de se débarrasser de l'espèce humaine, parce que l'être humain est un singe nu et en colère, et c'est très difficile d'imaginer une utopie avec des êtres humains dedans. Voilà, donc je vais vous parler de science-fiction. Je ne vais pas essayer de vous donner une définition parce que ça fait 200 ans que la science-fiction existe et 200 ans que tous les auteurs et amateurs de science-fiction se tapent dessus pour la définir, mais on va quand même établir une typologie. On va mettre d'un côté la science-fiction d'aventure et de l'autre côté la science-fiction de proximité. Alors la science-fiction d'aventure, merci, elle est définie par ailleurs et demain. Donc c'est Star Trek, c'est Star Wars. Le but, c'est changer d'univers. La trame narrative, elle est toujours la même. C'est la trame narrative des mythologies. C'est-à-dire un jeune homme, en général, qui trouve un objet magique, en général, grâce à un vieux mentor et qui, après, va faire un passage par l'obscurité. Et à la fin, il va revenir plus fort et plus sage et pouvoir aider sa collectivité. C'est Star Trek, c'est Star Wars, mais c'est aussi la totalité des contes de fées que vous connaissez. C'est pas un hasard. Il y a quelqu'un, Campbell, qui a écrit un très bon bouquin sur le héros aux 1001 visages, qui reprend justement cette trame, qui explique qu'elle se retrouve dans toutes les mythologies, toutes les théologies, tous les contes, toutes les légendes. Merci. Et c'est le livre que George Lucas a appris par cœur avant d'écrire les scénarios de Star Wars. Si ça vous intéresse, si vous voulez écrire un livre à succès, c'est là-dedans qu'il faut aller voir. Moi, je vais vous parler de la science-fiction de proximité. Alors, la science-fiction de proximité, c'est tout simplement un futur dont on est aujourd'hui responsable. Donc, un futur qui ne se passe pas ailleurs et demain, mais qui se passe en 2020 chez nous. Alors, évidemment, merci. La science-fiction de proximité, l'avatar que vous connaissez le mieux, c'est probablement le cyberpunk. Et le cyberpunk, ça a commencé dans les années 80 par Neuromancien de William Gibson, qui a été publié en 1984. Hein, c'est un pur hasard, mais voilà, la définition du cyberpunk, c'est high-tech, low-life. Haute technologie, vie moisie. Moi, pour ma part, j'ai fait mon cyberpunk, c'est Le goût de l'immortalité, qui a été publié en 2006. J'ai tout simplement pris les prévisions de Greenpeace à 50 ans et je les ai étirées jusqu'en 2300. Et il faut dire une chose, c'est qu'actuellement, on est toujours dans le cyberpunk. Le cyberpunk, c'est un monde hyper technologique, en général inhumain, avec des grandes tours hyper polluées. Et là-dedans, il y a une bande en général de hackers, c'est-à-dire de gens très bons en technologie, qui luttent contre le pouvoir en place. Et c'est en général des multinationales, des transnationales qui font n'importe quoi. Donc le problème, c'est qu'actuellement, les livres de science-fiction, c'est toujours du cyberpunk. Et il y a même si vous voulez trouver ça en ligne sur Slate, il y a un article « Pourquoi ne parvient-on pas à dépasser le cyberpunk ?» et c'est de Lee Constantinou. Et la grande question, c'est sommes-nous condamnés à vivre dans une nouvelle de science-fiction des années 80, ce qui est effectivement un peu vexant. Donc moi j'appartiens au groupe Zanzibar, qui est un groupe d'auteurs de SF dans lequel il y a Alain Damasio, Norbert Marjanian, Léo Henry, etc. On fait des week-ends d'écriture ensemble. Et la dernière fois, je leur ai lu l'article de Slate et je leur ai dit qu'est-ce que vous en pensez? Quand est-ce qu'on arrête de faire du cyberpunk pour faire un truc un peu plus moderne, s'il vous plaît? Et là, ils m'ont regardé d'un air froid et ils m'ont dit texto, quand on aura fini de vivre dans un monde dominé par les multinationales et le technocontrôle, nous arrêterons de faire du cyberpunk. Voilà. Fin de l'histoire, on allait prendre l'apéro, j'étais bien marrée. Voilà, et en fait, si on a créé le groupe Zanzibar, c'est tout simplement parce que, entre auteurs de science-fiction, on a discuté et on s'est dit, franchement, dans nos histoires, notre futur, il a une tête d'accident de voiture. Et on a décidé d'essayer de désincarcérer le futur, c'est-à-dire d'imaginer ensemble des futurs désirables pour pas mourir de désespoir, en fait. Voilà, donc notre but, c'est de trouver un autre punk que le cyberpunk. Alors, voilà,
voilà, ça c'est Zanzibar, vous voyez, c'est notre superbe logo. Alors pourquoi est-ce qu'on s'appelle Zanzibar? Parce qu'on a fait une liste de 100 noms et on a tous rayé ceux qui ne nous plaisaient pas et le seul qui restait, c'était Zanzibar. Bien sûr, c'est une allusion à tous à Zanzibar de Bronner. Donc, voilà. En fait, le punk est un mouvement extrêmement divers. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire Ecopunk de Fabien Heim et Dom Blake. Il y a un nombre de punks absolument délirants. Il y a notamment le street punk, qui est un punk où ils boivent pas, ils fument pas, et puis ils n'ont pas de relations sexuelles. Alors me demandez pas ce qu'ils font dans le street punk, mais ça existe. Voilà, donc si le punk vous intéresse, là, il y a tout ce que vous voulez savoir sur le punk dans ce livre-là. Mais la base du punk, ça reste toujours la même. La base du punk, c'est pas une crête peinte en vert, c'est do it yourself. Et maintenant, le punk qui arrive, c'est do it with others, c'est donc DIWO. Et ça, c'est ce qu'on appelle le solar punk, le punk solidaire. Donc on essaye en ce moment, au niveau de la science-fiction, de passer du cyberpunk au solarpunk. C'est un terme qui date de 2012, c'est chez Editora Draco au Brésil. Solarpunk, histoire écologique et fantastique dans un monde durable. C'est un bouquin assez rare si vous le trouvez. Donc moi, comment est-ce que je fais mon solarpunk? Comment est-ce que j'ajoute ma pierre à l'édifice? Je participe depuis 2 ans au sein de l'équipe Blue Nove, c'est une petite société. Tweak. Voilà, à ce qu'on appelle Bright Mirror, parce que je crois que vous avez tous vu au moins un épisode de Black Mirror. Ouais. Donc quand on a vu un épisode de Black Mirror, il est important après de prévoir un Gaston Lagaffe, une sortie avec des amis, voilà, une partie de League of Legends, n'importe quoi, pour se remonter un petit peu le moral. Voilà, donc on a décidé de créer Bright Mirror. Donc Bright Mirror, si vous voulez venir, vous êtes toutes et tous bienvenus. On se réunit, je sais pas, une fois par mois dans un lieu quelconque dans Paris. Ou ailleurs d'ailleurs, on se met à 80, on prend un thème concret. Alors c'est les retraites dans 50 ans, la ville dans 50 ans, les robots dans 50 ans, l'éducation des enfants dans 50 ans. Et on a 1 heure pour écrire une micro-nouvelle utopique. Interdit de faire de la dystopie. Et donc du coup tout ça, ça donne une série de micro-nouvelles plutôt positives avec des tas de bonnes idées qui sont mises en ligne après sur Blue Nove et sur Ouzbek Erika. Et c'est une vraie mine d'informations sur comment on peut imaginer des futurs désirables. Alors autant dire que c'est pas facile de renoncer à la fonction d'alerte et aussi à la facilité narrative de faire intervenir une catastrophe pour remettre de l'action. Et c'est extrêmement émouvant et c'est extrêmement instructif. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai repéré quand même dans toutes ces nouvelles, d'abord, la persistance d'un certain nombre de mythes. Par exemple, la première chose qu'on imagine dans la ville de l'avenir, c'est les trottis volantes. Voilà, on a tous toujours rêvé, c'est le mythe d'Icare, de voler. Avant, on rêvait de voitures volantes, hein, celle qu'il y a dans le 6e élément, 5e élément, je ne sais plus le nom du film. Et maintenant, les gens rêvent de trottinettes qui volent, je dois dire que moi aussi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a toujours les mêmes... les solutions, à part le fait de verdir le plus possible notre environnement, c'est la solidarité, notamment intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'on attend toujours finalement l'aide et la solution de la part des gens, soit très vieux, soit très jeunes. La solution vient de l'écoute des anciens ou de l'écoute aussi de la sagesse des enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les mythes, où la solution vient toujours comme ça de quelqu'un qui est finalement à un bout ou à un autre de la courbe de la vie, tout près du monde des ancêtres, qui logiquement est celui qui nous conseille pour notre bien. C'est assez récurrent dans ces nouvelles. Alors pour moi, ça n'a pas été facile, bien sûr, de renoncer à la solitude de l'écrivain, parce qu'on aime bien être tout seul à écrire chez soi avec son chat sur les genoux. Écrire ensemble, c'est un autre exercice, mais c'est un exercice finalement très intéressant et de toute façon absolument indispensable, parce que même si génial qu'on soit, on est toujours plus intelligent à plusieurs. Et c'est en ça que le solarpunk, le do it with others, prend tout son sens. Voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention et puis à tout de suite pour une autre discussion. Merci beaucoup Catherine.
Du coup, j'invite à présent Mathieu et Catherine à s'installer ici. Nous allons donc, je vais vous poser quelques questions et puis on va rapidement revenir vers la salle qui, j'imagine, a des questions à vous poser suite à vos présentations respectives. Alors, voici vos micros. Du coup, je vais juste démarrer avec vous, Mathieu Baudin, pour vous faire réagir par rapport peut-être à la présentation de Catherine, qui est autrice de science-fiction. Est-ce que pour vous, la littérature de science-fiction, c'est un outil de prospective comme un autre et comment vous pouvez percevoir, utiliser cette production? Oui, la science-fiction, elle est utile, comme tous les arts, en fait, sont utiles à essayer de s'extraire, justement, de cette réalité du monde qui nous a vu nous construire. La science-fiction, mais aussi la poésie. La poésie est, pour moi, l'art le plus utile, en tout cas à l'Institut des Futurs Souhaitables, pour raconter des histoires qui ne sont pas encore advenues. Vous savez, la Terre est bleue comme une orange, vous avez déjà l'onctuosité d'une réalité qui n'existe pas. C'est bien ça, la force de la poésie. D'ailleurs, Cocteau disait du poète que c'est le seul à pouvoir se souvenir du futur. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Les arts sont convoqués dans la prospective pour essayer de nous extraire un petit peu de notre réalité, mais comme la VR a aussi plein de promesses. Plutôt que de dire que Anne Hidalgo nous dise les voies sur berge, ça va être super, ça va être végétalisé, on va pouvoir avoir des enfants qui courent et des vieux justement qui donnent des leçons de sagesse, eh bien pendant 15 minutes, vous mettez en VR ce que va devenir les voies sur berge. Je pense qu'en enlevant le casque, on a envie de faire advenir ce futur un peu plus rapidement qu'avec des controverses un petit peu passées. Et donc la science-fiction arrive dans cet univers-là. Par contre, c'est vrai qu'elle a quand même un tropisme noir, la science-fiction, qui fait que c'est toujours noir, c'est toujours vertical, c'est toujours game over pour l'environnement. Et la seule fin un peu heureuse, c'est l'amour d'un homme et d'une femme, d'un homme et d'un homme, d'une femme et d'une femme. Vous choisissez la combinaison que vous voulez, mais ça reste toujours ça, notre point d'humanité. Donc j'ai bien aimé la facilité narrative. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Et il y a autre chose aussi, je pense, c'est que le dégoût est plus facile à gérer que l'espoir. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que les médias ne vous parlent que de la catastrophe, parce qu'un pessimiste qui se trompe, en fait, foncièrement, vous n'êtes pas mécontent qu'il soit trompé. Un optimiste qui se trompe, il casse en vous quelque chose de bien plus profond, de bien plus intime, de bien plus structurel. Et donc, c'est bien aussi pour ça qu'on ne prend pas le risque, peut-être. Alors Catherine, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport aux propos de Mathieu. En tout cas, vous vous efforcez d'écrire à présent avec Black Mirror des futurs qui soient désirables. Et du coup, est-ce que c'était une méthode qui, pour vous, peut constituer une manière tangible d'envisager l'avenir, en tout cas un avenir qui soit moins sombre? Je réfléchis. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. En fait, réfléchir ensemble. Il y a Neil Gaiman, je ne sais pas si vous connaissez Neil Gaiman, Good Omens, Coraline. Il a donné un jour une interview et il a dit, écoutez, regardez autour de vous, mais regardez vraiment. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Alors déjà, vous avez un plancher. Quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas de la terre battue sous les pieds? C'est parce qu'il y a un jour quelqu'un qui a dit, mais la terre battue, c'est tout bouillasseux. Et si on mettait un truc entre mes pieds et la terre battue? Et on appellerait ça plancher. Et puis un jour, il a dit, on serait quand même peut-être mieux assis plutôt que d'être assis sur nos fesses. On serait assis sur nos fesses, mais avec un truc qui serait à peu près de la longueur de nos tibias, et puis peut-être quelque chose là derrière pour tenir le dos. Ce que je veux dire, c'est que la totalité de ce qui vous entoure, de toute façon, un jour, était imaginé par un ou plusieurs personnes. Et de toute façon amélioré par une ou plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être tous ensemble pour créer la totalité de ce qui nous entoure. Donc, bien sûr que se mettre ensemble pour réfléchir, c'est même pas que c'est indispensable, c'est ce qu'on a toujours fait. Je veux dire, les vitres, elles ont été imaginées par quelqu'un qu'on n'avait jamais vu et qui a eu une idée fulgurante. Mais heureusement, il était avec d'autres personnes qui, peut-être qu'un jour, ils ont commencé à faire des vitres qui étaient en bois plein. Il y en a un qui a dit, ah ouais, ça serait bien si ça serait transparent. Et il y en a un autre qui a dit, ah mais oui, moi, je sais faire des trucs transparents. Voilà. Donc, de toute façon, la totalité de notre environnement a été façonnée par les réflexions conjointes de tous les gens qui nous ont précédés. Et il n'y a pas de raison que ça change. Et c'est la seule façon dont on peut progresser, c'est d'être intelligent et de l'être à plusieurs et d'être créatif. Très bien, merci. Alors, forcément, notre conférence s'appelle « De la prospective à l'action ». Du coup, Mathieu Baudin, une fois que justement vous nous avez présenté ce qu'est la prospective, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut la mettre en œuvre, en particulier, je pense, à nos territoires, à nos villes? Alors, est-ce que je peux problématiser la problématique?
Bien ça ne sûr. dérange pas. Allons-y. De la prospective à l'action, ça sous-entendrait que la prospective, c'est pas de l'action. Ah. Et pour moi, la prospective, c'est déjà de l'action. J'en veux pour preuve 2 choses. La première, c'est que si on parle que du côté de l'action, celui qui fait l'action, je rappelle qu'on est toujours aussi stupide dans un embouteillage avec une voiture électrique, en fait. Et pourtant, c'est de l'action de faire une voiture électrique. Mais de ne pas penser le système urbain, ça, c'est aussi un manque d'action opérative. Donc, ce qu'on appelle action n'est peut-être pas là où elle devrait se placer. La prospective, vous savez, cette phrase de Sénèque, « Nul vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Eh bien, on est dans ce niveau-là, dans la prospective. Gaston Berger, il parle de la philosophie de l'action. Il essaye de donner à celles et ceux qui sont en capacité de décider une vision des conséquences de leur action. Et je pense qu'on est déjà là aussi dans l'action. Ensuite, il y a beaucoup de trucs for good en ce moment. C'est un peu le sans frontières des années 80. Maintenant, c'est le for good. Il y avait le for change il y a 5 ans. Donc, vous prenez n'importe quoi for good et on a l'impression que ça va dans un sens meilleur. Encore une fois, il faudrait peut-être faire du for what avant du for good. Si on emploie des techniques modernes avec des problèmes anciens, le problème reste toujours. Et donc, la prospective, ça sert à questionner le for what avant d'aller dans le comment. Mais c'est déjà de l'action. Voir loin, voir large, voir profond, penser à l'humanité, prendre des risques et mettre nos actions au cœur du vivant, on pourrait rajouter, c'est déjà de l'action. Pourquoi ? Parce qu'il faut changer le logiciel qu'on pense être évident. On pense que le salariat, c'est évident. Le salariat, ça n'a que 150 ans. Nos anciens étaient des auto-entrepreneurs rémouleurs bien avant qu'on le redécouvre récemment. Donc il faut changer le logiciel de ces 30 glorieuses qui considèrent que toutes les ressources de la planète sont au service de 450 millions d'individus. C'est comme ça que les années 60 se sont structurées. Si on ne change pas le logiciel, en fait, n'importe quelle des actions que l'on pourra faire ne sera pas une action efficace. Donc, repenser et changer de regard sur le monde, c'est déjà la première action, à mon avis, la plus efficace. Et comment on fait sur le territoire ? Le territoire est pour nous le périmètre qui semble le plus adéquat pour la prospective, parce que c'est un périmètre de vie. Alors le territoire, on peut se batailler avec, on parle de la grande région, de la métropolisation, de la ville, que sais-je encore. Certains des géographes nous disent que le bassin d'eau est peut-être le périmètre le plus adéquat pour repenser la ville, la vie dans le futur. En tout cas, le périmètre de kinesthésie où on peut toucher les gens est celui le plus approprié pour inventer la vie qui va avec. Donc la prospective, c'est pour moi déjà de l'action. Et si vous prenez le temps de faire de la prospective, vous avez à minima 4 scénarios, et bien plus si vous avez le temps. Vous avez un scénario noir, celui dont vous parlez en science-fiction, mais dont l'armée aussi est assez friande. Pourquoi ? Parce que ça active le cerveau reptilien, ce cerveau qui nous permet de survivre, comme il le dit si bien. Or, on est tellement dans une zone de métamorphose qu'il faut exciter celui-là, le préfrontal, l'imaginaire, et ce n'est pas les mêmes ressorts. Et ce n'est pas la même goût, ce n'est pas la même gourmandise non plus de futur. Donc 4 scénarios à minima, un futur noir, celui qui est bien aimé par M6, qui vous fait quand même un documentaire de 1h30 sur « Et si un astéroïde tombait sur Terre ?» Quand même, il y a une chance sur 1 milliard, mais on fait quand même 1h30 un dimanche. Il y a le scénario tendanciel, vous prenez l'existant et vous l'extrapolez. Et souvent, en prospective, le scénario tendanciel, comme le logiciel n'a pas été changé, il devient noir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de matière, il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez de terres rares, il n'y a pas assez de tout ce que vous aviez imaginé indéfini quand vous n'étiez pas 9 milliards à le partager, ce qui est un peu la prospective en 2050. Et puis, il y a un scénario de rupture. Celui-là, Ted l'aime beaucoup, celui-là, l'innovation l'adore, la rupture. C'est le petit fait ici et maintenant qui va tout changer. S'il y a Cadarache qui trouve l'énergie de fusion, l'énergie du soleil sur Terre, ça donne de l'énergie présumée pour 2,5 milliards d'années. Et il y a le scénario souhaitable. Et à la différence des 3 premiers qui prennent l'héritage et qui en font quelque chose, qui l'extrapolent, le scénario souhaitable, vous allez à la destination que vous voulez voir advenue, 2040 en l'occurrence, vous faites, comme à Zanzibar, une réflexion sur ce que vous voulez voir de beau, de souhaitable, et vous faites du backcasting, comme on dit si mal en français, vous reculez pour voir tous les leviers à essayer de déployer pour arriver à votre vision que vous avez partagée. C'est plus long, c'est plus lent, ça prend beaucoup de l'intime et de la responsabilité, mais à mon avis, c'est beaucoup plus efficace, et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Et si je pouvais rebondir sur les punks, autant les punks, ils avaient « nos futurs » comme slogan, autant je pense que les punks d'aujourd'hui, c'est ceux qui osent dire « yes, futur ». C'est eux, finalement, qui sont en dehors de la norme, tant la science-fiction a colonisé notre imaginaire vers un futur qui serait forcément noir. Et c'est vrai que si on ne fait rien, il est un peu difficile. Donc les futurs souhaitables comme les futurs désirables, c'est une apologie de la volonté humaine. On doit dire tous ensemble ce qu'on veut voir advenir et avec gourmandise, se donner les moyens d'y aller.
Très bien, merci beaucoup Mathieu. Du coup, Catherine Dufour, j'imagine qu'avec le collectif Zanzibar et Bright Mirror, vous activez votre cerveau préfrontal et notamment quand vous réunissez pour parler donc, des futurs de la ville. Qu'est-ce qu'il en ressort justement de ces échanges? Quand vous étiez en train de nous faire votre présentation, vous nous parliez parmi les sujets qui émergeaient de s'activer sur la ville dans 50 ans. Et quelles sont les images justement qui peuvent ressortir, ou bien les inventions, les systèmes qui sont présentés, qui émergent de vos échanges entre écrivains? La ville désirable dans 50 ans, c'est l'image que j'avais passée du solarpunk. Globalement, ce qui est bien, parce que c'est écrit par des gens qui sont pas hors sol. Ils n'imaginent pas on rase tout et puis on refait tout beau et propre. Ils imaginent un retraitement des structures actuelles réaménagées de façon extrêmement locale. C'est-à-dire qu'on va réutiliser toutes les infrastructures, on va toutes les verdir, on va imaginer des modes de déplacement doux en prenant en compte la totalité de ceux qui ne peuvent pas se déplacer gaiement à pied, tout simplement parce qu'ils sont trop petits, ou parce qu'ils sont trop vieux, ou parce qu'ils ont un handicap quelconque. Moi, je me souviens, une fois, j'avais visité une maison alors d'Eileen Gray, meublée par Mies van der Rohe. Bref, des gens qui ont vraiment inventé les nouvelles architectures et les nouveaux mobiliers dans les années 30. Voilà, donc vous imaginez une belle villa blanche avec de grandes baies vitrées, et puis il y avait un escalier en colimaçon. Vous savez, c'est les colimaçons avec des pales comme ça. Et puis de superbes fauteuils en fil de fer chromé. Bon. Quand vous avez de l'arthrose à la hanche, l'escalier en pale d'avion, vous ne le montez pas. Et quand vous êtes un enfant, l'escalier en pale d'avion, vous tuez, à mon avis, en moins de 24 heures. Et puis, de toute façon, pareil, il y avait une espèce de fauteuil à bascule en fil de fer chromé. Je pense que le gamin, il laisse ses doigts aussi dans les 24 heures. Bref, rien n'était fait. Tout était fait pour des jeunes gens en pleine forme. Rien n'était fait pour tous les âges de la vie et toutes les difficultés potentielles de la vie. Or, ce qu'il y a d'intéressant justement dans la vision de Bright Mirror, c'est qu'ils prennent en compte tous ces âges de la vie et toutes ces difficultés qui peuvent apparaître. Par exemple, ils ont imaginé pour les gens un système de tyrolienne pour passer d'une tour HLM à une autre. Ils ont imaginé de recycler, je ne sais pas, des tire-fesses qui seraient automatisés pour acheminer les gens ayant un handicap moteur de chez eux aux différents lieux où ils voulaient se rendre. Donc là, c'était très rigolo parce qu'ils ont pris tous les modes de propulsion existants. Alors, je ne sais pas, alors, il y a effectivement les voitures qui sont en général toutes retraitées en bac à légumes. Hein. Là, je ne sais pas, la voiture, elle a quand même pas bonne presse pour l'avenir. Mais tout ce qui est les gyroscopes, alors les overboards, les trottivolantes et autres, on imaginait retraités de façon beaucoup plus verte et beaucoup plus douce, avec une grande variabilité des modes de déplacement. Alors qu'actuellement, c'est soit les pieds, soit les énergies fossiles. Voilà, donc il y a surtout une grande inventivité. On obtient une ville de briques et de brocs avec des plantes qui dépassent de partout, des légumes qui poussent partout, de la ciboulette et du thym qui poussent de partout. Et donc une attention à chaque angle finalement de la vie urbaine, et donc finalement une réappropriation de tout ce qui est confisqué aux habitants par des instances urbaines. Là actuellement, si vous sortez devant chez vous et que vous défoncez le trottoir pour y planter un potager,
À un moment, la mairie va intervenir en disant nope, 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 c'est pas dans le PLU. Et donc, il y a une vraie volonté, au fait, de réorganiser les lois pour que chacun puisse mieux s'approprier son environnement urbain immédiat, pour un mieux-être pour lui-même et pour les autres. Et ça, c'est une forte volonté qui, évidemment, doit passer par un lobbying politique, puisqu'il n'est pas question de défoncer les trottoirs pour faire un potager. Donc, il y a eu des idées, par exemple, de créer les DSPE. Alors, une DSP, c'est une délégation de service public. Là, on rentre dans des problèmes techniques, mais qui soient abordés. C'est très bien d'aborder ces problèmes techniques et politiques. La politique, c'est quand même la vie de la cité. Ça doit être fait par les citoyens. Donc, une DSP, c'est l'État qui délègue ses pouvoirs à une autre entité, à charge pour elle de s'en débrouiller. En général, les DSP, ça concerne des grosses infrastructures comme les télécoms, les transports. Et là, on a imaginé une DSPE, une délégation de services publics écologiques, qui est que, dès qu'il y a une friche urbaine, on a le droit de se l'approprier pour faire pousser des patates, des potimarrons. Et dès que le propriétaire arrive en disant « ça y est, j'ai trouvé un promoteur, on va construire un immeuble », il y a une obligation de fournir à l'association qui gérait le jardin partagé un équivalent en surface verte. Alors ça peut être la cour, ça peut être le toit, ça peut être absolument ce que vous voulez, mais on ne peut plus détruire un espace vert et on ne peut plus non plus détruire un usage des riverains d'un de leurs espaces. Voilà, mais pour ça, et pour arriver à une DSPE, il va falloir beaucoup de lobbying politique. Donc il y a des tas d'idées qui sont très localisées. Et je pense que la solution se trouve là plutôt que dans une idée de révolutionner la totalité du monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fin des grandes idéologies qui ont sévi au XXe siècle. Alors ça, si ça vous intéresse, lisez Utopie réelle de Eric Olin Wright. Alors malheureusement, il est décédé il n'y a pas longtemps d'une maladie foudroyante, comme on dit. Mais il a passé c'est un sociologue américain, il a passé toute sa carrière à aller voir comment est-ce qu'on peut améliorer le monde, mais voilà, de façon réaliste. Il a dit, de toute façon, les grandes idéologies du XXe siècle, personne n'y croit plus. D'abord parce que ça a été des catastrophes abominables, et ensuite parce que dès qu'on essaye de faire en sorte que toutes les solutions viennent du haut, ça marche pas. Donc il dit, allez voir auprès de chez vous, montez des solutions dans les interstices qui existent, et si elles fonctionnent, vous les répandez. Et il parle de tout un tas d'utopies réelles qui fonctionnent très bien. Je veux dire, Wikipédia, c'est l'archétype de l'utopie réelle qui fonctionne du feu de Dieu, qui coûte pas beaucoup de sous à grand monde et qui sert à énormément de gens. Voilà. Donc ce livre-là est assez fondateur si vous voulez regagner un petit peu de confiance dans l'avenir de notre humanité et de notre planète. Utopie réelle, c'est une bonne lecture. Merci beaucoup, Catherine. Vous aviez un mot, Mathieu ? Oui, sur deux choses. Donc c'est la fin des grandes idéologies, mais il reste encore de l'idéologie. Elle est plus pernicieuse. On ne l'a pas votée pour elle, on ne l'a même pas supportée. Mais le court-termisme est quelque chose qui s'est immiscé dans nos villes, dans nos vies et dans nos pensées, en fait. Avant, qui va aller loin ménage sa monture, c'était pas des grands philosophes qui le portaient, c'était plutôt nos arrière-grands-parents qui étaient au champ. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc les idéologies ont été... et la prospective, c'est réhabiliter le temps long. En gros, il est urgent de prendre le temps. C'est un joli paradoxe, mais c'est, à mon avis, l'urgence du moment. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un grand changement de regard sur nous-mêmes, les humains, à faire pour rentrer dans le XXIe siècle. Et ce changement de regard, qui est aussi le produit de la Renaissance, c'est que l'homme est la mesure de toute chose et il est maître et possesseur de la nature. Ça, c'est la Renaissance qui nous donne ça. Et ça nous donne beaucoup de choses, ça nous donne beaucoup de démiurgie. On s'extrait d'un certain nombre de choses qu'on subissait. Eh bien, il faut re-questionner ça. Il faut replacer l'homme là où il doit être, parmi les égaux. Et si égaux, on l'écrit à UX, eh bien, on aura encore gagné un petit peu plus. En tout cas, il faut se remettre dans la chaîne du vivant, au cœur certainement, puisqu'on en a conscience, mais on est au cœur du vivant. Et donc, c'est une grande pour nous aventure. Et dans tous les scénarios souhaitables qu'on a traités, nous, avec plein de protagonistes, tous re-questionnent la connexion homme-nature. Non pas parce qu'ils sont écolos, mais par survie. Vous savez, la guerre qu'on mène contre l'environnement, c'est la seule guerre qui, si on la gagne, on est mort. C'est Hubert Reeves qui dit ça. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on commence à le ressentir profondément. On est des sociétés hors sol, et donc on a un appétit pour redécouvrir un petit peu le sol, mais aussi à repenser la manière dont on s'inscrit au vivant, chez Vinci comme ailleurs d'ailleurs, comme dans l'éducation. Moi je pense que relire le monde avec le regard de la biologie
est aussi transformateur que nos ancêtres renaissants ont relu le monde à travers le regard de l'antique. Et donc, dans les humanités du XXe siècle, c'est une humanité profondément biologique. C'est bien pour ça que dans tous nos scénarios à Bright Mirror ou l'Institut des futurs souhaitables, la reconnexion homme-nature est là. On revégétalise la ville et la vie parce qu'on s'en est extrait de manière peut-être inconsciente. Oui, on voit dans vos travaux, dans la vision que vous portez justement sur cette ville du futur, cette importance de la végétalisation, du retour à la nature. Quand on parle des mobilités, il y a quelque chose qui m'a amusé, c'est le côté plus de voitures. Mais du coup, on oublie la voiture volante en fait qu'on avait, qui était si ancrée dans les futurs qu'on nous donnait dans les années 60, ou même par exemple, vous parliez c'était du 5e élément, c'était vous Mathieu, où on avait la voiture volante partout dans une espèce de mégapole absolue. Du coup, cette voiture-là n'existe plus. Non, maintenant c'est des trottinettes volantes. D'accord. Donc, Après, on peut penser que le transport du 20e, du 19e, du 18e, du 17e, c'était certainement transporté physiquement. Peut-être que le transport, la mobilité, elle est plutôt dans l'esprit. Entre nous, la voiture, c'est quand même 600 kilos de matériel qui promène 80 kilos de viande. Ça n'a pas changé le système. On peut mettre des trucs électriques qui font bzz bzz ou bzz bzz, ça ne change pas le système. Donc on n'a pas repensé, de la même que le taxi, c'est quand même la taxe au mètre. Il a le droit de payer son kilomètre quand il a quelqu'un dans le véhicule. Ça a aussi 100 ans, c'est depuis 1905. Donc la voiture, dans le futur, ça m'étonnerait qu'elle soit encore comme ça. Par contre, la mobilité de l'esprit, ce ne sera peut-être pas un transport physique, mais on aura toujours besoin de mobilité. C'est d'ailleurs pour ça que La Poste et tous ceux qui étaient des chantres du transport auront une place dans le futur, parce que c'était des spécialistes. Peut-être qu'ils nous vendront de l'immobilité d'ailleurs. Ils nous vendront les moyens de rester chez soi et de pouvoir dialoguer avec un hologramme avec celles et ceux qui seront en Nouvelle-Zélande. Peut-être. En tout cas, on aura toujours besoin de mobilité. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. C'est vrai que la voiture, de toute façon, c'est un non-sens à absolument tous les niveaux. À produire, c'est hyper polluant. Ça gloutonne de l'énergie fossile. Et tout ça pour rester coincé sous le cagnard dans les embouteillages, c'est juste grotesque. Alors, il y a aussi une autre chose. Il y a la mobilité, donc on prend un avion, on va d'un point A à un point B et retour. Mais là, ce dont on parle finalement avec les voitures volantes, c'est de mobilité en vol individuel. Or, ça, c'est impossible. Pourquoi ? L'essentiel de notre sécurité est basé sur le fait qu'on ne peut pas voler. Voilà. Si vous êtes tranquillement chez vous, dans votre appartement, sans vous faire cambrioler tout le temps, sans que finalement votre voisin vienne installer son barbecue dans votre salon, c'est parce que vous êtes en hauteur. Voilà. Et je ne sais pas, les prisons, les gens sont enfermés en prison parce qu'il y a des murs en hauteur. Le jour où quelqu'un invente un appareil qui individuellement vous permet de gagner 3, 4, 5 mètres, la quasi-totalité des systèmes de sécurité humains n'existent plus. Ça serait extrêmement... Essayez d'imaginer un monde où tout le monde peut flotter à 1, 2, 3, 5, 10, 15 mètres. Vous êtes obligé de tout repenser. Là, c'est la façon dont c'est ordonné notre civilisation est quand même basée sur le fait qu'on n'est pas capable de voler. Donc le jour où on sera capable de voler individuellement, je ne parle pas de l'avion, ça sera un changement extrêmement intéressant, quoi. Mais alors ça sera un bouleversement radical de toutes nos façons de penser, d'agir et d'habiter en milieu urbain. On pourra prendre de la hauteur plus facilement. Voilà. Du coup, je garde mon exemple de voiture volante, qui est un peu l'apanage de toutes les visions futuristes dans ces années 60-70, et qui maintenant est plus du tout le cas, comme vous me le dites. Du coup, comment en fait, ça me montre quelque part que les prévisions des futurologues deviennent rarement des réalités. Et du coup, comment on justifie l'intérêt de la prospective face à cette marge d'erreur, et celle-ci, est-ce qu'elle peut être réduite ou est-ce qu'elle fait partie entière justement de l'exercice ? Ouais, c'est la matière subtile, le futur. Quand on en parle, on l'a déjà transformé. Il y a une interconnexion entre ce qu'on dit et ce qui se passe. C'est d'ailleurs pour ça que c'est génial. Quand Bison Futé vous augure que samedi prochain va être noir, que vous écoutez Bison Futé, que vous postponez votre départ à dimanche, que le samedi devient orange, est-ce que pour autant on peut dire que Bison Futé s'est trompé ? En fait, toute la complexité de notre art réside dans ça, en fait. Et donc, puisqu'on en est conscient, puisque le monde tel qu'il est ne peut pas continuer
son existence à 9 milliards d'individus. Nous, on a cette idée de conspiration positive. Non seulement il faut qu'on prenne le temps de voir quel futur on veut voir advenu, vers où on veut aller, mais en plus se mettre en chemin pour essayer de le faire advenir plus rapidement. Il faut ensemencer le réel. Soit déjà avec des imaginaires qu'il faut coloniser de manière un peu plus enthousiaste pour y aller avec plus d'entrain. On a une formidable épopée à vivre de civilisation. Il faut qu'on change de civilisation. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de femmes et d'hommes qui sont déjà en train d'ensemencer le réel, qui ont des armes de construction massive à disposition et qui le donnent en plus en libre. Donc, il y a quelque chose de leur « vous n'êtes pas tout seul ». Vous sentez une anomalie du système, en fait, vous êtes des explorateurs du suivant. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, la prospective, elle ne se trompe pas. Elle donne le prétexte à bouger. Elle donne le prétexte à faire le premier pas. En fait, réaliser ensemble que c'est possible, c'est déjà rendre possible la chose. Ça rassérène un petit peu ceux qui sentent un peu une anomalie. Vous savez, cette belle phrase, enfin cette belle phrase, non, elle est horrible d'ailleurs, c'est pas un bon signe de santé mentale que d'être adapté à une société malade. C'est un peu étrange. La version positive, c'est ceux qui n'ont pas d'imagination devront se contenter de la réalité. Et je pense que la réalité telle qu'on nous l'annonce, elle n'est pas jouable. Donc la prospective, ça sert à exciter le préfrontal pour essayer de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie. Très bien, toujours le préfrontal. Très bien, et du coup, de votre point de vue d'autrice de science-fiction, est-ce que justement, cette marge d'erreur, vous l'embrassez, c'est quelque chose que vous cherchez, vous allez dans l'extrême pour justement la facilité narrative, ou il y a parfois dans certains récits une volonté de justesse, ou de se rapprocher de la réalité? On essaye toujours de se rapprocher d'une réalité, mais autant la prospective essaye quand même de se baser sur ce qui est prévisible, autant la science-fiction est priée d'inventer un imprévisible. Alors elle n'y arrive pas toujours. Autant effectivement, voilà, je vous l'ai dit, le meilleur des mondes a réussi à anticiper les biotechnologies. Mais il y a une chose que la science-fiction n'a pas du tout prévue, a raté, c'est le smartphone. Alors, pas le smartphone en termes de, on va dire, on a vu des liseuses dans Ravage de Barjavel. Hein. Il y avait une plaque qu'on mettait sur son livre et puis ça se lisait tout seul. On a vu des téléphones portables dans Star Trek. Ils avaient un Beam Me Up, Scotty. Bon, c'était, je ne sais plus comment ils appelaient ça, un transpondeur. C'était un petit téléphone à clapet. Mais le technococon, le fait qu'on serait replié en position du fœtus autour de notre smartphone et que du coup, on serait finalement dans une sphère en communication avec des gens invisibles mais bien présents pour nous, et séparés des gens qui sont physiquement présents autour de nous, finalement, on est une petite bulle et on est relié à d'autres gens qui ne sont pas physiquement présents, mais qui sont autour de la planète. Donc ça forme comme un collier de petites bulles. Et ce sont des colliers qui ne se croisent pas. Donc cette espèce de techno-cocon, la SF est passée complètement à côté. Voilà. Personne ne l'a vu venir. Ça s'est installé extrêmement vite. Donc la SF, comme la prospective, se plante souvent, mais ce n'est pas parce qu'on se plante qu'il ne faut pas essayer. D'accord, super. Merci beaucoup Catherine Dufour et Mathieu Baudin. Du coup, je me tourne à présent vers vous, le public. J'imagine qu'après ces deux présentations et ces échanges, vous avez certainement des questions. En tout cas, n'hésitez pas à vous lancer. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations qui étaient très intéressantes. Moi, je ne savais pas beaucoup à quoi m'attendre en venant. Je savais que j'étais un peu intéressée sur la question, mais pas d'idée préconçue sur ce que j'allais entendre. Et j'étais conquise par ce que vous nous avez présenté et très intéressée. Moi, j'avais deux questions pour Mathieu Baudin. Une question sur votre pratique. J'ai cru comprendre que l'Institut des Futurs Souhaitables accompagnait des acteurs qui se questionnaient sur la prospective. Est-ce que du coup, dans votre pratique, vous ne vous heurtez pas trop à des acteurs qui ont cette volonté de prospective, mais pas trop, qui veulent y aller, mais qui sont quand même très fermés dans leur carcan, les contingences dont vous parlez, parce que finalement c'est un peu à la mode la prospective, donc tout le monde veut en faire, mais on veut en faire, mais pas trop quand même.
Et est-ce que vous avez, dans le cadre de cet accompagnement-là, un questionnement sur les besoins en fait qu'on veut atteindre? Et je rebondis un peu sur ce que vous disiez sur la voiture. C'est pas forcément la voiture volante qu'on veut atteindre, c'est le besoin de mobilité. Donc est-ce qu'il y a un questionnement de se dire quel est le besoin qu'on exprime et comment la prospective peut y répondre, pas seulement en termes d'outils, pas seulement répondre à un besoin esthétique de la prospective, mais répondre à un besoin, et on ne sait pas comment on va y répondre, mais on veut atteindre un besoin plutôt qu'un moyen physique ou quelque chose d'un peu funky, des voitures qui volent, des téléphones portables, enfin voilà. C'était ma première question. Et ma deuxième question, qui est un peu plus une réflexion sur ce que vous disiez, vous avez la conviction qu'on est dans une période de renaissance. Et je me demande si vraiment on est dans cette période de renaissance-là, est-ce que pour y être, il ne faut pas atteindre un certain niveau de chamboulement? Est-ce qu'on est déjà dedans? Est-ce qu'on est, on n'est pas sûr de l'atteindre finalement parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver? Voilà, c'est un peu plus sur ce... moi, je ne sais pas si on est vraiment encore, déjà dans un moment de renaissance ou pas. Il y a cette volonté d'aller quelque part, mais je ne sais pas si vraiment on se donne les moyens d'y aller. Voilà, merci. Merci. Alors du coup, Mathieu, pour ces deux questions, des réponses. Alors moi, je suis très content d'entendre que la prospective est à la mode. C'est super. Je pense que le futur est en question. Je ne sais pas si la prospective est à la mode, mais c'est déjà pas mal que le futur soit redevenu un peu in the mood, c'est-à-dire que le futur tracé qu'on nous annonçait, qui nous a fait, qui nous a un peu tétanisé, qui nous a un peu exempté de le penser. Nous, on est ici des enfants des 30 rugueuses. Nous, les 30 glorieuses, on ne les a pas connues. C'est la crise depuis qu'on est né. Il y a l'ami Renaud qui chante « C'est la crise », il fait son comeback, c'est encore la crise. Donc ça prouve bien que ce n'est pas une crise, mais que c'est bien une métamorphose. Et je suis bien content de penser que la prospective est in the mood. Nous, ils viennent nous voir, ils sont déjà convaincus que le système ne peut pas continuer comme ça. Donc on n'a plus à les convaincre. Par contre, ils ne savent pas où aller, donc ce qu'ils cherchent, c'est une boussole. Une boussole non pas qu'on leur donne avec le Nord, mais une boussole qu'ils prennent pour être artistes de leur destin. Ils viennent chez nous, ils sentent que c'est peut-être des anomalies du système. Ils sortent de chez nous, ce sont des explorateurs du suivant, et ça change le regard infime et ça change tout. Et en plus, ils ne sont pas seuls. Vous êtes une nouvelle frontière. Donc ça, c'est intéressant. Et le besoin qu'ils expriment, eh bien, il faut du temps pour qu'ils le maturent, comme maturer une bonne question. Et ça, c'est profondément de la philosophie. Et si Gaston Berger parle de la philosophie de l'action dès le départ, c'est à dessein, en fait. Nous, on fait des balades philosophiques pour essayer de faire sortir la question avant même l'appareil de réponse. C'est d'ailleurs ça qui fait qu'il y a une prospective à la française et qu'il y a une prospective américaine. Parce que c'est pas né dans tous les pays, la prospective, à la fin de la guerre. C'est né aux États-Unis et en France particulièrement. En France, philosophie de l'action, aux États-Unis, systémique de Mintzberg, c'est plutôt la mathématique, le matriciel, le pourcentage de chances que ça arrive, très ingénieur, très philo, comme souvent avec nos cousins américains. Et je pense que la philosophie de l'action reprend force et vigueur actuellement, et que le for what avant le for good, c'est ce qu'on va essayer de proposer aux Américains, parce qu'on le sait qu'ils sont bons pour le for good ou pour le for quelque chose, mais le pourquoi en français, en deux mots autant qu'en un seul mot, c'est la richesse aussi de notre pensée. Quant à la Renaissance, vous savez, les sociologues disent de notre période qu'on est en post-modernité. En fait, elle n'a pas de nom, cette période. Elle attend de nous qu'on choisisse le nom. Est-ce que c'est le siècle noir? Est-ce que c'est le siècle bleu? Est-ce que c'est le siècle... Ce que vous voulez, on est en train de pouvoir choisir le nom de notre époque, le temps de notre époque. C'est pour ça que c'est une Renaissance particulière. Encore une fois, la Renaissance, celle qu'on connaît, elle est a posteriori, c'est les modernes qui la structurent. Et à la Renaissance, si je peux prendre 2 minutes, il y a eu plein de bouleversements. C'est René Raymond qui dit ça. Au moins 4. Le premier, c'est qu'avant, le monde il était méditerranéen, et grâce aux explorations, on voit que le monde est bien plus grand, bien plus vaste que ce qu'on imaginait, et en plus, ils trouvent de l'or. C'est pas comme s'ils trouvaient du plâtre, les mecs. C'est-à-dire qu'en plus, il y a l'idée qu'il y a quelque chose de très riche qui nous attend. Et la croissance infinie dans un monde fini, ça se structure à ce moment-là de notre histoire. La Renaissance, c'est une période de grande créativité, de grande violence. La Renaissance, ça place l'homme à un endroit particulier, alpha et oméga de toute chose. Je pense que notre Renaissance à nous, elle doit faire le même switch dans nos têtes de civilisation.
C'est-à-dire que la croissance infinie dans un monde fini qui a structuré tout l'après-Renaissance, c'est fini, c'est il va falloir faire mieux avec moins. Et la croissance infinie, non. C'est une croissance pourquoi, avec qui. Et donc c'est aussi structurant et déstructurant qu'à la Renaissance. Et puis cette période de grande créativité et de grande violence, on la vit actuellement. Vous me direz, on la vit toujours, mais particulièrement, il y a les deux polarités. Il y en a qui vous tirent, c'est des guerres de temporalité, qui vous tirent vers un passé connu mais moisi, et d'autres qui vous amènent dans une aventure incertaine mais enthousiaste. On est un peu dans cette polarité-là. Et puis, cette renaissance, moi j'aime bien me dire en tant qu'historien qu'on va pouvoir y contribuer. Certains disent que la Renaissance s'est faite avec 500 personnes, connectées plus ou moins. 3 mois pour avoir une lettre de Florence. Là, on n'est pas 500, on est 500 millions en train d'œuvrer ici et maintenant à faire advenir quelque chose de différent. Et donc la connectivité du monde, qui est ce grand rhizome qui va rendre les rêves des socialistes utopiques du 19e réels, on a aussi cette potentialité-là dans la main. Superbe. Alors, je peux répondre aux autres ? C'est marrant parce que moi, j'ai pas du tout la même vision de la Renaissance. Donc la Renaissance, vous voyez, 1500. Pour moi, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que déjà, ça a été le début des guerres de religion. Donc tous les gens sont entr'égorgés. Et puis, alors c'était la religion catholique qui était accusée d'être corrompue. Donc du coup, elle a dit oui, bah, si c'est ça, on interdit les bals parce que c'est le diable. Alors la religion protestante a dit ah ben si c'est ça, on interdit les étuves. Là, vous l'avez plus parce que c'est le diable. Ah ben si c'est ça, moi je vais interdire les livres. Oh moi je vais interdire le théâtre. Ce qui fait qu'en même pas 50 ans, les gens se sont entr'égorgés, ils se sont mis à plus jamais se laver et pas se cultiver. Et ça, c'était au niveau européen. Dans le reste du monde, ça a été abject, puisque c'est vraiment la naissance de l'industrialisation, si je puis dire, de l'esclavage des Noirs en Afrique, envoyés dans les Amériques. Ça est donc entre 80 et 400 millions de personnes qui ont été déportées, massacrées, etc. Et dans le même temps, en Russie, il y avait une population de paysans qui ont été mis sous servage, qui sont devenus eux-mêmes esclaves, alors qu'avant ils ne l'étaient pas. Avant la Renaissance, ils ne l'étaient pas. Et il y a eu une espèce de mouvement de fond où tous les grands propriétaires terriens sont tombés sur la figure des paysans et les ont mis en servage. C'est pas la même chose que l'esclavage, mais c'est la même chose. Vous aviez les serfs mobiliers et les serfs immobiliers. Donc soit vous étiez un immeuble, soit vous étiez un fauteuil, quoi, et vous étiez échangé et vendu selon votre statut. Et en fait, quand on creuse, la Renaissance, c'est le début vraiment, pour moi, le monde s'est obscurci à ce moment-là. Alors effectivement, oui, il y a eu Léonard de Vinci avec la Joconde, c'était très joli. Sachant que Léonard de Vinci, il était peintre à ses heures, mais l'essentiel de son temps, l'essentiel de son travail, c'était d'être ingénieur en armement et d'inventer des façons les plus subtiles de canarder son voisin, faire sauter la maison de son voisin, noyer son voisin, égorger son voisin. Enfin, si vous regardez les travaux d'ingénierie militaire de Léonard de Vinci, ça fait pas tellement lumineux, on va dire. C'est pour ça que moi j'ai vraiment un gros problème avec la Renaissance. Et encore actuellement, je cherche dans différents livres d'histoire la raison pour laquelle l'esprit humain s'est autant obscurci brutalement entre 1500 et 1600. Même s'il y a eu effectivement, oui, il y a eu des progrès, il y a eu la boussole et l'imprimerie, mais enfin, j'espère bien qu'on n'est pas en train de vivre quelque chose comme ça, parce que ça a été un fameux cauchemar, quoi. En tout cas, côté Léonard de Vinci, on a essayé de garder le côté lumineux. Si il y a une autre question dans la salle, Madame Aubriand. Bonjour, une question pour Catherine. Je voulais savoir si le moteur de vos récits science-fiction, c'est le changement et le passage à l'action. Et est-ce que vous pensez que d'écrire de la science-fiction peut être un vrai levier pour passer à l'action ? Oui, mon but c'est vraiment d'alerter en disant attention, par exemple là j'ai fait pas mal de nouvelles sur le travail dans l'avenir et l'ubérisation des droits.
Donc je mets ça en scène pour prévenir, attention, si vous ne vous battez pas, ça risque d'arriver à ces situations-là. Donc c'est vraiment mon propos, c'est d'alerter. Et alors peut-être qu'à la fin, il faudrait que je mette, je vous écris ceci pour que vous réalisiez que ça risque d'arriver si vous ne vous lancez pas dans telle ou telle action. Mais enfin, j'ai pas cette outrecuidance. Comme on dit, si on a trop besoin d'expliquer pourquoi un texte existe, il vaut mieux. On a vraiment besoin d'une préface. Il vaut peut-être mieux supprimer et la préface et le texte. Hein. Donc, mais oui, enfin, j'essaye vraiment. Moi, j'écris mes textes de science-fiction pour pointer du doigt un souci que je crois voir advenir et sur lequel il me semble qu'on n'a pas encore assez fait le buzz. Très bien. Une dernière question, monsieur premier rang. Dernièrement, par exemple, si je peux me permettre juste un ajout, j'avais été assez choquée parce que sur YouTube, il y a des vidéos qu'on appelle ASMR, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des gens qui chuchotent. Et je regarde, c'est très joli, pourquoi pas. Alors, quelquefois, il y a des vidéos, c'est que du feu de bois qui font cric, 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 cric. Puis d'autres fois, c'est des gens qui replient des papiers. Alors, ça fait chloup, 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 chloup. Bon, il y a des gens que ça détend, ça endort. Et puis alors, plus ça allait, et puis plus c'était des jeunes femmes, de plus en plus décolletées, qui se maquillent, et plus ça allait, et plus elles avaient 12 ans, les gamines. Et puis après, elles en avaient 10. Et à un moment, ça commençait à devenir carrément malsain, et j'ai écrit une nouvelle dessus. Alors, je dis absolument pas que c'est ma nouvelle qui a déclenché quoi que ce soit, mais YouTube, il n'y a pas longtemps, a fait un gros nettoyage, parce qu'en fait, il y a une partie de l'ASMR, c'est des gens qui aiment bien écouter du feu de bois pour s'endormir. Il y avait tout un pan, c'était des réseaux pédocriminels qui regardaient ces vidéos et qui s'échangeaient des plans malsains dans les comments sur YouTube. Ils ont fait un gros ménage. Mais voilà, donc en fait, c'est tout simplement que j'avais pas été la seule à remarquer qu'il y avait vraiment une très sale dérive, quoi. Voilà, un exemple. Très bien. Monsieur, votre question. Bonjour. Je voulais aborder, moi je pense que ce n'est pas le terme renaissance, c'est le terme résilience. Parce que renaissance, c'est renaître, et résilience, c'est se relever. Et aujourd'hui, toute la ville a été construite dans la deuxième génération du capitalisme industriel. Excusez-moi. Et on cherche à trouver une autre réponse à ce que disait Pompidou, on doit construire la ville autour de la voiture. Donc c'est plutôt une question de résilience. Et je crois que, je ne sais pas si je me trompe, la prospective, c'est un scénario qu'on écrit sur de nouvelles hypothèses, nouvelles postulats pour construire le futur. Parce que tout le 20e... Je pense qu'on a occulté en grande partie l'arrivée de l'Internet. Parce que moi, je travaille à la télévision, et la télé, c'est linéaire. On part d'une idée, on tourne, on monte, on publie, on met aux archives. Aujourd'hui, quand on rentre sur l'Internet, on a déjà modifié l'Internet en rentrant sur l'Internet. C'est-à-dire que c'est un système complexe, c'est-à-dire un système tissé, où tout élément du système fait bouger le système. Et donc, à partir de là, la pensée ne peut plus être la même. Et je vois dans les politiques, je vois partout, cette pensée, elle reste linéaire. C'est une pensée du 19e siècle, oui, on peut dire 19e, 20e siècle. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas construire le futur si la pensée qu'on a est une pensée du 20e siècle. Il faut commencer par une question culturelle. Et ce que j'appelle un peu la chrysalide, c'est-à-dire qu'on a quitté la chenille linéaire et on est dans une humeur noire. Tout se construit aujourd'hui. Beaucoup de gens se replient sur eux-mêmes, mais on construit, parce qu'on aura peut-être un papillon, peut-être un alien. Mais ça, on ne le sait pas, parce que ce sera notre responsabilité. Et je voudrais arriver ah oui, deuxièmement, parce que je travaille beaucoup sur la ville, sur la cité digitale et résiliente. C'est un peu la traduction que j'ai trouvée pour Smart City. On essaie d'hybrider, justement, le numérique et la nature. Aujourd'hui, on l'oppose. On oppose tout. L'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Je préfère le mot intelligence augmentée ou auxiliaire ou amie que artificielle. Et je crois que bon, il faut essayer d'ouvrir une première étape, c'est ce changement de culture qu'il faut commencer à impliquer dans ces premiers. Deuxièmement, j'avais lu un livre d'Haruki Murakami, un Q84, où il parlait des Little Brothers. Et je pense que nous passons de la théorie du Big Brother à la théorie du Little Brother ou du Little Sister. C'est nous-mêmes qui sommes le Big Brother. Et c'est ça l'histoire du smartphone. C'est-à-dire que nous créons nos données, nous les exposons à l'extérieur, et tout le monde peut gérer nos données, nous gérons les données des autres. Nous sommes arrivés justement dans ce état complexe, c'est nous-mêmes qui sommes les Big Brother.
Il n'y a pas de Big Brother. Je pense que nous n'allons pas vers des Big Brother qui sont verticaux, des grands Stasi et autres États totalitaires. Je pense que on devient vertical. Les territoires, c'est la chose importante aujourd'hui. Et les territoires doivent avoir chacun un ADN. On doit réfléchir en fonction de l'ADN de ces territoires. Moi, quand je vais à Dijon, je ne discute pas pareil que quand je suis à Lille ou à Nantes ou à Montpellier. Chaque territoire a une histoire, un ADN, et on doit construire, je dirais pas le futur, mais construire ce futur en fonction de l'ADN local, parce que c'est peut-être une réponse à toute cette globalisation que nous ne maîtrisons pas totale. C'est peut-être pas une question, mais je pense que c'est Oui, c'est ça, j'allais vous demander quelle était votre question, monsieur, mais oui, du coup, justement, c'est plutôt un commentaire que vous adressez à nos invités. Je rajoute un peu, parce que je ne dirais pas que je suis d'accord en partie avec vos deux analyses. Merci, hein. Pas besoin de questions, merci pour le partage. Désolé, je peux vous poser une question? Non, pas du tout. Non, je pense qu'ils vont réagir, du coup. Voilà, vous en avez 3. Mais la renaissance, moi je pense qu'on est en renaissance et que la résilience, c'est notre condition de jeu et de survie en fait. On est dans une phase de résilience. Comme le développement durable, à mon sens, c'est pas un objectif, c'est un substrat sur lequel il faut tout réinventer. La résilience, c'est notre condition. Et l'opportunité, c'est la renaissance, de naître de nouveau, en s'extrayant un petit peu du 19e. On est encore dans une pensée du 19e épanouie au 20e siècle, donc on construit les désaccords ensemble et avec plaisir. Et quant à, je ne sais pas si on oppose ou on sépare. Et si on sépare, c'est là aussi un résultat de la Renaissance qui a séparé. On a séparé en sciences pour comprendre, on a séparé en politique pour régner. Et là, force est de constater que si la déclaration d'indépendance a épanoui notre civilisation, il est temps de signer une déclaration d'interdépendance, bien plus biologique que physique et chimique. Et donc que opposer et séparer est encore une pensée ancienne, interconnecter, faire de la symbiose et peut-être une pensée postmoderne dont on écrira ensemble le nom, le siècle bleu, le siècle vert ou le siècle Zanzibar. Joli. Catherine, peut-être vous vouliez réagir Oui, non, mais effectivement, le fait que la télévision soit un système linéaire et que Internet soit un système maillé, je songe assez peu à la télévision, donc, mais effectivement, ça fait sens. Alors de là à dire qu'il n'y a pas de Big Brother, non, ça j'y crois pas une seule seconde. Hein. Il y a des brokers en données personnelles, la totalité de vos données personnelles. Parce que n'en doutez pas, par exemple, si vous avez une voiture, toutes les données correspondant au numéro d'immatriculation de votre voiture et ces choses-là sont vendues par l'État français à des brokers en données personnelles qui les revendent au plus offrant. Il y a tout un marché. Hein. C'est sous forme de briques, une espèce de poussière de données comme ça, qui a assez haut, c'est bas, c'est crack boursier, exactement comme le nickel. Voilà, donc si, moi je crois très fort au Big Brother. Voilà, enfin, on est fiché. Et alors ils avaient mis au point cette espèce d'abominable algorithme très précoque, très dickien, pour prédire, c'était la police aux États-Unis, pour prédire qu'il y aurait un crime à tel endroit et pas à tel autre, à telle heure. Et puis ils sont aperçus qu'il y avait de tels biais racistes là-dedans qu'ils ont arrêté, mais n'en doutez pas, ils vont recommencer à un autre endroit. Et voilà, donc moi je suis beaucoup sur les problématiques de l'IA et de ses biais actuellement. Et je crois très fort qu'il y a un Big Brother. Enfin, je veux dire, il y a un moment, Facebook fait son argent sur la manipulation de données et Google aussi. Enfin, s'ils nous proposent toutes sortes d'outils gratuits et amusants, c'est pas uniquement pour la beauté de nos beaux yeux. Voilà. Donc, et ce sont des sociétés privées. Alors, pour pas qu'on soit terrorisé, ils nous font rêver. Hein. Elon Musk, c'est ça, avec son idée d'aller sur Mars. Ou je sais plus, c'est Google avec son idée du transhumanisme, tuer la mort. Ils nous font un peu rêver pour qu'on remarque pas que tout simplement ils nous barbotent nos données personnelles sans nous donner un centime, et eux ils font des milliards de dollars avec ça. Mais Elon Musk n'ira jamais sur Mars. Mars est une planète morte, elle est incapable, on peut pas la terraformer. Et de toute façon on peut pas vivre dessus, on peut vivre, il faut que juste, comme il y a des rayons durs, vous pouvez y vivre, mais dans un bunker ou sous terre, auquel cas, et pourquoi ne pas aller vivre dans les sous-sols de la Villette? Vous aurez le même paysage et ça sera beaucoup moins loin pour y aller.
Voilà. C'est comme tuer la mort. Il y a peut-être des choses intéressantes pour traiter le raccourcissement des télomères dans le laboratoire X de Google, mais comme de toute façon jamais personne ne pourra aller y voir, si ça se trouve, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent dedans, peut-être des petites chenilles vertes pour aller avec l'apéritif. Ils font ce qu'ils veulent de toute façon. Mais ils nous font rêver. Il y a une campagne de com pour faire rêver les utilisateurs que nous sommes de Google et de Facebook, et un peu moins souvent de la Tesla. Donc moi aussi, je crois Big Brother, sauf que Big Brother n'est pas un État. Big Brother, c'est un ensemble de jeunes garçons en hoodie qui sont multimilliardaires et qui font bien ce qu'ils veulent avec nos données. Voilà. Je ne suis pas tout à fait aussi optimiste que vous à ce niveau-là. En attendant d'après dessiner des futurs plus optimistes, en tout cas, loin des hoodies. Très bien, écoutez, merci à tous et à toutes pour votre participation. Je vous laisserai poser vos questions en off pour les plus timides d'entre vous à nos intervenants. Juste avant de vous laisser partir, vous rappelez l'événement de ce soir, donc, où vous pourrez retrouver Sename Kofi, donc architecte, et Loïc Bertrand, donc chercheur physico-chimiste, où nous parlerons de paléo-inspiration. Donc rendez-vous ce soir à 19h, ici même. Et du coup, vous pourrez découvrir comme ça comment on peut s'inspirer des anciens pour construire la ville de demain. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.